Islamabad, le Pakistan, dans un contexte international et régional tendu. Et je dirais sans précédent depuis la fin de la guerre froide. À la lumière, comme vous le savez bien, à la lumière de la guerre en Ukraine. Alors, les pays membres dans la dite organisation sont les plus touchés par les conséquences négatives, soit sur le plan stratégique, soit sur le plan politique, ou le plan économique, sécurité et social. Comme vous le savez, quelques pays membres de cette organisation sont des pays africains et sont les pays africains les moins développés et les plus endettés. Alors, les conséquences négatives de cette guerre sur ces pays-là, et je dirais sur la quasi-totalité des pays membres dans l'organisation de la coopération islamique, c'est dans deux domaines. Le premier domaine, c'est l'énergie. Et quand on parle de l'énergie, j'ai à l'esprit le pétrole et le gaz. D'un autre côté, sur le plan de la sécurité alimentaire, et les deux domaines sont des domaines très importants pour la sécurité et la stabilité politique et la stabilité sur le plan sécuritaire de la plupart de ces pays membres de l'organisation de la coopération islamique. Ceci dit, tenant en compte le fait que si on est d'accord que presque la totalité des pays membres de la dite organisation sont des pays considérés par les institutions économiques et financières internationales comme les pays les plus endettés et les moins développés, quand même, l'organisation comprend des pays producteurs et exportateurs, soit du pétrole, soit du gaz naturel. Alors, ce qui pose la question, comment on peut concrétiser la solidarité islamiste à la lumière de ces données-là dans le contexte de cette organisation de la coopération islamique. Et le nom, c'est la coopération islamique. Alors, on attend toujours comment cette coopération islamique va se concrétiser sur ces deux domaines, et sont des domaines qui sont vraiment liés à une priorité de cette conférence, c'est la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'extrémisme. Car l'instabilité politique et l'instabilité sociale et l'instabilité sur le plan sécuritaire sont directement liées à la propagation d'un côté de cette pensée extrémiste, le discours extrémiste, et d'un autre côté, des raisons pour cette déstabilisation, les prix élevés du pétrole, de l'énergie, excusez-moi, les prix élevés des produits de l'énergie ainsi que du blé vont certainement causer des perturbations énormes dans ces pays-là. Alors, les pays, quel serait le rôle dans ce contexte des pays exportateurs et du pétrole et du gaz pour montrer de la solidarité avec ces pays vraiment touchés par les conséquences de la guerre en Ukraine. Monsieur l'ambassadeur, dans quelle mesure voyez-vous également l'importance du rôle de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, donc, dans la lutte contre le phénomène de l'extrémisme religieux qui utilise le terrorisme comme moyen d'atteindre des objectifs qui n'ont rien à voir avec la véritable religion islamique? Oui, madame, je crois que nous sommes... Je vais répondre dans un contexte historique.
Comme vous le savez, chère madame, que durant les dernières décennies, depuis 1969, la date de l'établissement de cette organisation, depuis 1969 et plus particulièrement après la guerre d'octobre en 1973, quelques pays, sans les citer, ont politisé la religion musulmane. Premièrement. Deuxièmement, à la fin des années 70, les soviétiques ont envahi l'Afghanistan et on a vu une occasion dans cette guerre de l'Afghanistan entre 1979 et 1988-89, une occasion pour faire tomber l'Union soviétique, et c'était une guerre d'attrition en fait. Alors, les fantassins entre guillemets qui ont lutté contre les forces soviétiques étaient des jeunes gens arabes et des jeunes gens musulmans. Alors, maintenant, avec ça, on a eu ce problème, ce qui était bien connu sous le nom des Afghans arabes, ces jeunes arabes qui sont revenus de la bataille en Afghanistan, de la guerre d'Afghanistan, pour mener une guerre contre leur propre société et leur propre gouvernement. Alors, nous sommes en train, maintenant, de point de vue historique, je pense personnellement qu'il y a une transformation. Nous sommes témoins d'une tournée, d'un changement majeur dans les politiques de ces pays-là. Maintenant, ils ont réalisé que la politisation de la religion musulmane ne sert aucun intérêt. Alors, moi, je suis un peu optimiste. Je suis optimiste avec prudence que maintenant, nous sommes devant une étape historique dans l'histoire des pays musulmans où le discours fondamentaliste serait confronté avec fermeté, avec le sérieux demandé, exigé, et je crois que nous sommes sur la bonne voie, pourvu, avec une seule condition, que tous les pays musulmans, toutes les sociétés musulmanes cessent de politiser la religion musulmane. Est-ce que vous pensez que l'Égypte, justement, dans ce cadre-là, peut être un modèle pour les autres pays? L'Égypte mène toujours une bataille acharnée, a toujours mené une bataille acharnée depuis les années 80, les années 90 et après 2014 plus particulièrement contre le discours fondamentaliste. Et en fait, ce discours fondamentaliste a vraiment eu des conséquences négatives sur la stabilité politique, économique et sociale en Égypte entre 2011 et 2014. Et je dirais même que la révolution du juin 2013 était en fait une révolution contre les fanatiques, les fondamentalistes et l'instrumentalisation politique de la religion musulmane, madame. Je suis d'accord avec vous. Mais justement, l'OCI, aujourd'hui, vous le savez, l'OCI a été créé pendant ou à cause de la question palestinienne. C'était leur premier dossier qu'ils ont traité. Aujourd'hui, après toutes ces années, nous sommes toujours au même point. L'Égypte garde cette question comme priorité dans les affaires internationales. Et dans quelle mesure, justement, voyez-vous l'empressement de l'Égypte et des pays de l'OCI à résoudre le problème palestinien et à confirmer l'établissement d'un État palestinien indépendant aux frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale? Premièrement, madame, cette organisation qui était à l'origine connue sous le nom l'Organisation de la Conférence islamique, a été créée en 1969 pour défendre la mosquée de l'Aqsa et défendre le statut de Jérusalem de l'Est. C'était en 1969.
Et depuis lors, la question de Jérusalem et la question de la mosquée de l'Aqsa a été toujours la pierre angulaire de cette organisation. Et j'espère, comme vous venez de le dire, l'Égypte a toujours tenu cette promesse de défendre la mosquée de l'Aqsa et le statut politique et le statut indépendant de Jérusalem-Est comme une partie occupée par les forces israéliennes en 1967. Et c'est cette position égyptienne depuis 1967 n'a pas changé. Premièrement. Deuxièmement, de point de vue égyptien, de point de vue des intérêts de la sécurité nationale égyptienne, la question palestinienne, c'est une question de la sécurité nationale égyptienne. Et j'aimerais souligner ce fait-là, madame. Toujours, il y a la dimension palestinienne est toujours prépondérante, mais n'oublions pas que c'est une question qui touche directement sur la sécurité nationale égyptienne. Alors voilà le contexte historique et le contexte politique dans lequel l'Égypte gère sa politique étrangère en ce qui concerne la question palestinienne. Votre Excellence, l'ambassadeur Hessein Haïdi, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Merci, messieurs, dames. Merci à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes ancien vice-ministre des Affaires étrangères et également ambassadeur d'Égypte dans différents pays de la région. Merci à vous de votre participation. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de votre programme Bonjour l'Égypte. Merci de votre fidélité. Merci, Sam. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme.